Un millionnaire veuf marchait seul dans les rues jusqu'à ce qu'il voie une fillette identique à sa défunte épouse chanter devant un autel. Il tomba à genoux, en larmes. Jacques Moreau n'avait plus prononcé le nom d'Élise depuis 2 ans. Depuis le matin glacial de février où elle s'éteignit entre ses bras, dans le silence retentissant de leur chambre dourée, son monde s'était réduit à une succession de jours identiques, de réveils vides et de soupirs étouffés. Il était l'un des hommes les plus influents de Paris, à la tête d'un empire de galeries d'art et de propriétés de prestige. Mais la fortune ne brillait plus dans ses yeux. Elle pesait, comme les murs immaculés de sa demeure de Neuilly, que personne n'avait osé décorer depuis son départ. Même les domestiques circulaient à pas mesurés, murmurant, comme si une voix plus forte risquait de briser définitivement le cœur de leur maître. Chaque matin, Jacques se levait à 7 heures, prenait son café noir, feuilletait machinalement le Figaro sans lire un seul mot, puis traversait le jardin d'hiver jusqu'à son atelier. Là, il restait des heures devant un chevalet vide, les doigts noués par le froid ou le souvenir. Les rares fois où ses collaborateurs lui proposaient de participer à un gala, une conférence ou même une inauguration de galerie, il refusait poliment mais sans appel. Les mondanités n'avaient plus de goût. Même ses amis de longue date avaient cessé d'insister. Pourtant, ce mardi-là, un détail insignifiant fit vaciller cette inertie. Le ciel était d'un gris plus doux, comme une promesse floue. Jacques se leva un peu plus tôt. Il se posta devant la grande baie vitrée du salon, observant les branches dénudées du magnolia qui ornaient la cour intérieure. Une impulsion inexplicable le poussa à ouvrir le placard où dormaient depuis des mois son manteau de laine et son chapeau préféré. Il les enfila avec lenteur, comme on retrouve un rôle ancien. Il ne prévint personne. À pied, sans chauffeur ni escorte, il sortit dans les rues de Paris, traversant la ville comme un fantôme vêtu de noir. Les trottoirs du Marais, bien que familiers, semblaient étrangers sous ses semelles. Il longea les quais de Seine, descendit vers les bouquinistes, s'arrêta devant une vitrine d'antiquaire où trônait une pendule semblable à celle qu'Élise aimait. Puis, presque par réflexe, il se dirigea vers la gare de Lyon. Il y monta dans un train sans billet ni destination claire, s'en remettant au souvenir pour guider ses pas. 2 heures plus tard, Jacques descendait à Lyon-Perrache. Cela faisait plus de 3 décennies qu'il n'y avait pas mis les pieds. C'était dans cette ville, un printemps de 1985, qu'il avait rencontré Élise pour la première fois. Elle chantait alors dans une petite salle de théâtre de quartier, cheveux roux noués à la va-vite, sourire timide mais regard de feu. Ils s'étaient aimés dès la première soirée, dans une chambre d'hôtel modeste, aux murs tapissés de fleurs séchées. Il marchait maintenant dans ces rues sans les reconnaître vraiment, les pas ralentis par l'émotion, les yeux happés par les détails que seule la mémoire réveille. Une enseigne défraîchie, un lampadaire tordu, un banc de pierre où il s'était assis, main dans la main, à parler d'avenir. Rien ne l'avait préparé à la douleur douce qui montait en lui à mesure qu'il avançait. Mais il ne rebroussa pas chemin. En milieu d'après-midi, les nuages s'étaient épaissis au-dessus de la ville, mais la lumière filtrait encore par endroits, comme si le ciel lui-même hésitait entre pluie et répit. Jacques s'arrêta devant la façade d'un ancien hôtel particulier, transformé en auberge. Il ne savait pas pourquoi ses pas l'avaient mené jusque-là, mais il restait figé sur le trottoir, les mains enfoncées dans les poches, le souffle court. Un groupe d'enfants passait en courant, riant. Une vieille dame lui lança un regard intrigué, mais Jacques ne voyait ni l'un ni l'autre. Son esprit vagabondait déjà dans les couloirs du passé. Il ferma les yeux un instant, se laissant envahir par l'odeur de la pierre humide, le murmure du vent dans les arbres. La silhouette d'Élise, telle qu'elle était à 20 ans, flottait derrière ses paupières. Il aurait juré entendre sa voix. Pas dans sa tête, non. Dans l'air même, comme un souffle venu d'ailleurs. Une chanson, mais cela ce serait pour le lendemain. Ce serait pour l'instant d'après. Pour l'instant, il y avait ce silence en lui, profond, absolu. La pluie s'était mise à tomber avec une lenteur cérémonieuse, dessinant sur les pavés de la vieille ville de Lyon des reflets tremblants, comme si le sol lui-même retenait son souffle. Jacques, encore immobile devant l'autel, sentit une première goutte éclater contre son chapeau. Il ne bougea pas. Les sons de la ville semblaient lointains, étouffés par cette présence diffuse du souvenir. Puis un timbre s'éleva, léger mais d'une clarté tranchante, et vint fendre l'air humide comme un rayon inattendu de lumière. La chanson. Ce n'était pas une illusion auditive. Quelqu'un chantait. Une voix d'enfant d'une justesse poignante,
entonnait les premières notes d'une mélodie qu'il aurait pu reconnaître dans son sommeil. À l'ombre des lilas, mon cœur attendait. Jacques sentit une onde glacée lui traverser l'échine. Cette chanson, Élise la fredonnait souvent lors des repas, lorsqu'elle mettait la table avec soin, ou encore dans les nuits d'insomnie, lorsqu'elle croyait qu'il dormait. Il n'avait jamais su d'où elle la tenait. Elle disait simplement que sa mère la lui chantait, mais elle en parlait avec une telle douceur que cela semblait venir d'un rêve, et non de la réalité. Le vieil homme pivota lentement sur ses talons, les yeux agrandis par l'incrédulité. Devant la porte du vieil hôtel, juste sous l'auvent fatigué, une petite fille était assise sur une caisse retournée. Ses jambes nues pendaient dans le vide, grêles et trempées, mais elle ne semblait pas y prêter attention. Sa voix, bien que fragile, portait une puissance presque irréelle. Les passants ralentissaient, certains s'arrêtaient un instant, émus sans comprendre pourquoi. Un ou deux laissaient une pièce dans une boîte de fer posée à ses pieds, mais elle ne s'interrompait pas pour les remercier. Elle chantait comme on respire, comme si le monde autour d'elle n'existait que pour ce moment suspendu. Jacques n'entendait plus la ville, plus le vent, plus la pluie. Il n'y avait que cette voix et ce visage, car lorsqu'elle leva les yeux vers lui, lorsqu'elle fit une pause entre deux couplets pour reprendre son souffle, il vit, et ce qu'il vit le foudroya. Elle avait les yeux d'Élise, ces mêmes yeux d'un vert trouble, toujours légèrement plissés dans les coins, comme si un sourire invisible les habitait en permanence. Les pommettes hautes, la bouche fine, ce nez droit et un peu trop court, cette mèche de cheveux roux rebelle qui tombait sur son front. Elle était la réplique exacte d'Élise enfant, telle qu'il l'avait vue une seule fois, sur une photo fanée cachée dans un vieux carnet de croquis. La poitrine de Jacques se serra violemment. Il voulut avancer, mais ses jambes refusèrent de bouger. Une sensation sourde le clouait au sol entre effroi et émerveillement. Puis, sans qu'il ne puisse se retenir, il tomba à genoux. Ses mains tremblaient, ses épaules s'affaissèrent, et une larme, puis une autre, glissa le long de ses joues pâles. Le sol était froid, sale, mais il n'y prêtait aucune attention. Tout ce qu'il avait cru possible, tout ce qu'il avait accepté de laisser derrière lui depuis la mort d'Élise, volait en éclats dans cette rue lyonnaise, devant une enfant dont il ignorait le nom, mais dont le visage le hantait déjà. La petite fille le regarda avec une certaine inquiétude. Elle cessa de chanter. Le silence retomba brusquement sur la rue, comme si quelqu'un avait coupé le fil invisible qui reliait tout. Un homme en manteau gris s'approcha de Jacques, pensant qu'il avait fait un malaise. Mais en voyant son expression bouleversée, il recula doucement, comprenant qu'il s'agissait de quelque chose d'intime, de plus grand que lui. Jacques leva lentement la tête vers l'enfant. Elle ne semblait ni effrayée ni curieuse. Elle le fixait avec une maturité étrange, presque douloureuse. Il se força à parler, mais aucun mot ne sortit. Sa gorge était un nœud. Il tenta à nouveau, cette fois avec un souffle rauque. « Ton prénom, comment t'appelles-tu » Elle le considéra un instant, puis répondit d'une voix douce « Manon, Manon », un nom simple. Mais il résonna dans la poitrine de Jacques comme un écho ancien. Il sentit son cœur battre plus fort, non pas de peur, mais d'un pressentiment. Il y avait là quelque chose d'impossible, et pourtant, il n'avait jamais été aussi sûr d'avoir trouvé une pièce manquante de son âme. Il voulut se relever, mais ses jambes étaient toujours engourdies. Il resta à genoux, incapable de détourner les yeux de cet enfant sorti d'un autre temps. Manon remit une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle avait repris sa chanson, plus doucement cette fois, presque pour lui seul. Jacques ferma les yeux. Il revoyait Élise à 20 ans, sur scène, la tête penchée exactement de la même façon. Il la revoyait en train de rire, les bras nus, les yeux brillants. Et plus il écoutait, plus il comprenait que ce moment n'était pas un caprice du hasard. C'était une rencontre, dictée par quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais qu'il n'allait pas fuir. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Manon s'était tue à nouveau. Elle le regardait avec douceur. « Monsieur, ça va? Vous êtes malade ?» Il secoua la tête. « Non, petite, je crois que je me réveille. » Elle pencha la tête, intriguée, puis lui tendit la main pour l'aider à se relever. Il la prit, sans hésiter. Et dans ce simple geste, quelque chose venait de commencer. Jacques n'avait pas relâché la main de Manon. Sa paume minuscule était chaude, calleuse par endroits, preuve d'une enfance marquée non par les jeux ou les livres, mais par une lutte silencieuse contre les absences, contre le froid et les jours sans promesse.
Il se sentait ridicule dans son manteau hors de prix face à cette petite créature au regard limpide, qui l'aidait à se relever comme s'il n'était qu'un vieil homme un peu perdu. Pourtant, pour la première fois depuis la mort d'Élise, cette main dans la sienne lui donnait une raison de tenir debout. Ils s'assirent côte à côte sous l'auvent, à l'abri d'une pluie devenue drue. Jacques ne trouvait pas les mots. Il ne voulait pas effrayer l'enfant avec ses émotions. Elle, en revanche, semblait parfaitement à l'aise. Elle ouvrit la boîte en fer contenant quelques pièces de monnaie, les compta avec méthode, puis rangea le tout dans un sac de toile râpé. Sans même le regarder, elle dit « Je chante ici tous les jours. Les gens sont plus généreux quand il pleut. » Jacques hocha la tête, comme si cette logique simple contenait une sagesse que lui, homme du monde, n'avait jamais possédée. « Et tu chantes toujours la même chanson ?» demanda-t-il. Elle hésita, puis répondit « Non, mais celle-là, c'est celle que ma mamie préfère. » Elle dit que ça lui rappelle quelqu'un. Un frisson parcourut l'échine de Jacques. Il n'osait pas poser plus de questions, de peur d'ouvrir une porte qu'il n'était pas prêt à franchir. Pourtant, l'instinct, ou quelque chose de plus ancien, le poussait à continuer. « Ta mamie, elle vit ici à Lyon ?»« Oui, pas très loin, dans une résidence près de la rue Saint-Jacques. Elle est malade, alors je l'aide comme je peux. Je fais les courses, je lui lis des histoires, je chante pour ramener un peu d'argent. C'est pas beaucoup, mais on s'en sort. » Elle disait cela sans plainte, avec une maturité qui fendait le cœur. Jacques détourna le regard. Il ne savait quoi répondre. Puis, presque malgré lui, « Et tes parents? Ils vivent aussi à Lyon ?» Manon baissa les yeux. Un silence s'étira, plus pesant que la pluie. Elle haussa lentement les épaules. « Je ne sais pas. Mamie dit qu'ils sont partis très loin, peut-être au ciel. Mais elle ne veut pas en parler. » Jacques sentit un nœud dans sa gorge. Chaque mot de cet enfant résonnait avec des souvenirs trop enfouis. Le visage d'Élise, jeune et rieuse, surgissait sans cesse dans son esprit. La ressemblance n'était pas simplement physique. Il y avait dans les gestes de Manon une grâce discrète, une façon d'écouter, de pencher la tête, de sourire en coin, qui ne pouvait pas être fortuite. « Tu vis seule avec ta grand-mère, alors ?»« Oui. Elle s'appelle Margot. Margot de la Cour. Elle est vieille, mais elle est forte. Elle dit qu'on n'a pas besoin de personne. Mais je crois qu'elle se sent seule. Elle essaie de le cacher, comme moi. » Ce nom tomba dans l'esprit de Jacques comme un éclair. De la Cour. Il l'avait déjà entendu. Plus jeune, dans un autre contexte. Il fouilla dans ses souvenirs, remonta le fil du passé. Margot de la Cour. Ce nom résonnait avec une époque trouble. Les années 80, les débuts de sa carrière, les premiers appartements partagés à Montmartre. Élise lui avait parlé d'une Margot, une amie d'enfance, une colocataire têtue avec qui elle s'était brouillée. Était-ce la même? Tout semblait soudain relié par un fil invisible. Jacques inspira profondément. « Est-ce que je peux la rencontrer, ta grand-mère ?» Manon le regarda avec méfiance. Elle replia ses bras autour de ses genoux. « Pourquoi? Vous êtes un journaliste? Il y en a un qui est déjà venu une fois. Mamie l'a chassé. Elle dit que les gens riches posent trop de questions. » Jacques sourit, triste. « Non, je ne suis pas journaliste. Je suis un ami. Enfin, j'aimerais bien l'être. Je crois que j'ai connu ta mamie, il y a très longtemps. » La fillette réfléchit un moment, puis haussa les épaules. Elle n'aime pas beaucoup parler du passé. Mais si vous venez avec moi, peut-être qu'elle dira oui. Le cœur de Jacques battait fort. Il ne savait pas ce qu'il espérait trouver, mais il savait qu'il ne pouvait pas ignorer ce chemin. Il se leva doucement, proposa son bras à Manon. Elle l'accepta sans hésiter. Ensemble, ils marchèrent dans la pluie, s'éloignant du centre vers des ruelles plus calmes, bordées d'immeubles modestes. Les vitres étaient embuées, les portes vieillies, mais tout respirait une dignité simple. Manon s'arrêta devant un petit immeuble de 3 étages. Elle entra par un porche étroit, gravit l'escalier avec agilité. Jacques suivait, essoufflé mais résolu. Au 3e étage, elle frappa à une porte peinte en bleu pâle. « Mamie, c'est moi !» Il y eut un bruit de chaise, de pas traînants. Puis la porte s'ouvrit. Une femme âgée, les cheveux gris relevés en chignon, apparut. Ses yeux se plissèrent en voyant Jacques. Il vit en elle les vestiges d'une grande beauté et une dureté forgée par les années. Elle ne dit rien pendant plusieurs secondes, puis d'une voix grave, « Jacques Moreau, par tous les saints. » Un silence glacé suivit.
Manon regardait tour à tour sa grand-mère et l'homme à ses côtés. Elle ne comprenait pas, mais elle sentait que quelque chose venait de basculer. « Entrez, dit Margot finalement. Nous avons beaucoup à dire, mais pas devant l'enfant. » Jacques entra, et en franchissant ce seuil, il sut que le passé allait enfin parler. L'appartement de Margot Delacour était modeste, presque austère, mais d'une propreté méticuleuse. Les meubles, anciens mais bien entretenus, semblaient porter les marques d'un autre temps. Des photos en noir et blanc, encadrées sur une commode, une vieille machine à coudre recouverte d'un drap brodé, et un fauteuil de velours brun dont les accoudoirs étaient usés à force d'être agrippés par des mains tendues vers le passé. Margot invita Jacques à s'asseoir à la table de la cuisine, tandis que Manon alla dans la pièce voisine, obéissante malgré l'évidente curiosité qui brillait dans ses yeux. Pendant de longues minutes, aucun mot ne fut échangé. Margot s'affairait à préparer un thé, ses gestes précis trahissant une nervosité mal contenue. Jacques observait les lieux avec une attention retenue, cherchant dans chaque recoin un indice, une trace, quelque chose qui le ramènerait à Élise. Le silence entre eux était lourd, ponctué uniquement par le bruit de la bouilloire. Enfin, Margot posa 2 tasses fumantes sur la table, s'assit face à lui, croisa les bras. Ses yeux s'étaient adoucis, mais une défiance persistait dans ses traits. « Alors, Jacques Moreau, qu'est-ce qu'un homme comme vous vient faire dans un quartier comme celui-ci? Vous n'avez jamais mis les pieds à Ménival avant aujourd'hui, j'imagine. » Jacques esquissa un sourire triste. « Je ne suis pas venu par hasard, Margot. J'ai vu Manon, je l'ai entendue chanter, et j'ai cru revoir Élise. J'ai cru que le temps s'était brisé. » Margot détourna le regard, visiblement bouleversée malgré elle. Elle jouait avec l'anse de sa tasse, comme pour éviter le face-à-face. « Tu n'es pas le premier à me dire ça. » Même enfant, Élise attirait les regards. Elle avait une façon de se tenir, une lumière dans les yeux. Manon lui ressemble, c'est vrai, mais ce n'est pas Élise. Et toi, tu n'es plus l'homme qu'elle a aimé. Ces mots étaient durs, mais ils n'étaient pas cruels. Ils portaient une vérité amère, celle des années passées, des blessures que le deuil ne guérit pas. Jacques baissa les yeux, prenant une gorgée de thé, puis reprit doucement. « Je ne suis pas venu pour raviver des douleurs, Margot. J'ai simplement besoin de comprendre pourquoi cet enfant me semble plus proche que n'importe qui depuis la mort d'Élise. Tu étais son amie, tu l'as connue avant moi. J'aimerais que tu me parles d'elle, de votre passé. » Margot soupira longuement, comme si elle s'y préparait depuis des années. « Élise et moi, nous nous sommes rencontrés à Paris, en 1980. 2 jeunes filles sans le sou, débarquées de provinces différentes, prêtes à conquérir le monde. Moi, je voulais devenir modiste. Elle rêvait de théâtre et de chansons. On a loué une chambre de bon ensemble, rue des Martyrs. On se partageait tout, les repas, les espoirs, les peines. On se croyait inséparables. » Elle marqua une pause, les yeux perdus dans un souvenir lointain. Jacques n'osa pas l'interrompre. Mais un jour, tout a changé. Élise a reçu une lettre. Elle ne m'en a jamais parlé clairement. Je l'ai vue pleurer puis disparaître pendant 2 jours. À son retour, elle était différente, plus distante. J'ai essayé de comprendre, mais elle m'a repoussé. Quelques semaines plus tard, elle a quitté l'appartement sans un mot d'explication. Ce fut la fin de notre amitié, ou peut-être le début de sa fuite. « Une lettre ?» répéta Jacques, le cœur soudain serré. « Oui, une lettre étrange, qui semblait la plonger dans le doute. Après son départ, j'ai tout rangé. J'ai gardé une photo d'elle, mais je n'ai plus jamais cherché à la revoir. Jusqu'au jour où, bien des années plus tard, j'ai vu sa photo dans un magazine. Elle souriait à côté de toi lors de l'ouverture de ta galerie à Montparnasse. » Jacques acquiesça, la gorge nouée. C'était un des plus beaux jours de sa vie, et sans doute un des miens. Margot le regarda alors, droit dans les yeux. « Et maintenant, tu crois que Manon, tu crois qu'elle a un lien avec Élise? Pourquoi? Pour une chanson, un regard, une ressemblance ?» Jacques hésita. Il savait que ce qu'il allait dire franchirait une limite, parce que j'ai retrouvé une vieille lettre parmi les affaires d'Élise, une lettre jamais envoyée, adressée à toi. Elle y parle de doutes, de rumeurs sur ses origines. Elle se demandait si elle avait une sœur ou une demi-sœur, et elle regrettait de t'avoir perdu avant d'avoir pu en parler. Le visage de Margot se figea. Elle posa sa tasse, visiblement bouleversée. Les secondes s'égrenèrent dans un silence pesant. Puis, lentement, elle se leva, marcha jusqu'à une commode, en sortit un tiroir.
Elle en tira un carnet à couverture de cuir usé, le posa devant Jacques. « Regarde. » Il ouvrit le carnet. Des croquis, des notes, des morceaux de tissu collés, des souvenirs d'une vie de couturière. Puis, entre 2 pages, une photo. 2 jeunes filles souriantes, accoudées à une rambarde de balcon. L'une était Élise, l'autre Margot, bien plus jeune, le visage encore rond, les yeux brillants d'insouciance. « On était sœurs de cœur, dit Margot, mais peut-être qu'on l'était pour de vrai. » Jacques sentit une émotion violente l'envahir. Tous ces détails, ces coïncidences, cela ne pouvait pas être qu'un hasard. « Tu accepterais de faire un test? Pour savoir? Pour en avoir le cœur net ?» Margot ferma les yeux puis les rouvrit avec lassitude. « Je ne sais pas encore. Mais ce que je sais, c'est que cette enfant, elle mérite qu'on l'aime, qu'on la protège. Pas qu'on projette sur elle les fantômes du passé. Je ne veux pas lui imposer mes douleurs, Margot. Je veux seulement comprendre. Et si elle est de la famille, alors elle n'est plus seule. » Margot ne répondit pas. Mais dans ses yeux, quelque chose avait changé. Un mur s'était fendu, une brèche s'était ouverte. Dans la pièce voisine, la voix de Manon s'éleva à nouveau. Elle chantait doucement, comme pour elle-même. Et chaque note semblait sceller un peu plus le retour d'une histoire longtemps oubliée. Les jours qui suivirent furent marqués par une agitation intérieure que Jacques n'avait pas ressentie depuis des années. Chaque pensée, chaque mouvement, chaque battement de cœur semblait le rapprocher un peu plus de cette vérité, encore enfouie sous les couches d'un passé volontairement oublié. Il retournait dans sa demeure parisienne avec un trouble qu'il n'aurait su nommer. Dans ses bagages, il n'emportait ni vêtements ni souvenirs tangibles, mais une tempête d'émotions et un nom qui ne cessait de résonner. Manon. Depuis leur rencontre, elle occupait ses pensées avec une intensité qu'il trouvait à la fois merveilleuse et terrifiante. Était-elle simplement le reflet d'une femme disparue, ou le fruit d'un lien plus profond, plus ancien, tissé bien avant qu'il n'ait conscience de son existence? Une fois dans son cabinet personnel, à l'abri du regard de ses employés et des pressions du monde extérieur, Jacques entreprit de fouiller les archives d'Élise. Elle conservait tout dans un ordre parfois chaotique, mais empreint d'une logique sentimentale. Lettres, carnets, dessins, billets de théâtre, photos anciennes, tout était là, soigneusement rangé dans de vieilles malles en cuir qu'elle affectionnait. C'est dans la plus petite d'entre elles, enfouie sous un vieux plaid, qu'il découvrit un paquet de correspondances jamais envoyées. La plupart étaient adressées à des amis de jeunesse, mais l'une d'elles attira immédiatement son attention. Le nom de Margot y figurait, inscrit d'une écriture tremblante, presque hésitante. Il ouvrit la lettre avec précaution, comme s'il tenait entre ses mains un secret dont le poids pouvait le briser. Les mots d'Élise, tracés à l'encre bleue, dansaient sur le papier jauni par le temps. Elle y parlait d'un doute profond, d'un mal-être qu'elle n'avait jamais osé exprimer à voix haute. Elle écrivait qu'elle avait entendu, par une source vague mais persistante, qu'elle n'était pas la fille biologique de celle qu'elle appelait sa mère. Elle évoquait des fragments de souvenirs confus, des conversations murmurées à la lisière du sommeil, des regards fuyants entre adultes, des silences trop appuyés. Mais ce qui frappa le plus Jacques, ce fut un passage précis. Élise racontait qu'une femme dont elle ne connaissait que le prénom, Margot, aurait pu être liée à son histoire bien plus profondément qu'elle ne le croyait. Elle disait avoir ressenti en présence de Margot une proximité inexplicable, comme si leurs âmes se reconnaissaient, malgré les années. Elle se demandait si, par-delà les disputes et les années perdues, Margot ne détenait pas une clé qu'on lui avait toujours cachée. Cette lettre n'avait jamais été postée. Peut-être par peur, peut-être par honte, peut-être parce qu'Élise avait préféré enfouir ce doute plutôt que de risquer une douleur plus grande. Jacques resta longtemps immobile, la lettre posée devant lui, les mains jointes. Il comprenait désormais pourquoi cette rencontre avec Manon l'avait bouleversé si profondément. Ce n'était pas seulement la ressemblance. C'était l'aboutissement d'une quête que même Élise n'avait pas eu le temps de mener jusqu'au bout. Il se leva brusquement, comme mu par une urgence intérieure. Il fallait retourner à Lyon. Il fallait parler à Margot, lui montrer cette lettre. Il ne pouvait plus se contenter de suppositions. Si Manon était effectivement de la famille d'Élise, alors elle était aussi, d'une certaine manière, sa famille. Et cette pensée, aussi improbable soit-elle, lui donnait une force nouvelle, un espoir qu'il croyait à jamais éteint. Le lendemain matin, Jacques était de retour dans l'immeuble de Ménival. Margot ouvrit la porte avec la même expression de prudence qu'à leur première rencontre.
Mais lorsqu'il lui tendit la lettre sans un mot, elle comprit immédiatement. Elle prit le papier, le lut lentement, ses lèvres bougeant à peine. À mesure qu'elle avançait dans la lecture, ses traits se durcirent, puis se brisèrent. Elle s'assit sans bruit, ses mains tremblantes posées sur ses genoux. « Elle a toujours su », murmura-t-elle, même si elle n'en avait pas la preuve, même si je n'ai jamais eu le courage de lui dire. Jacques la regardait, la gorge serrée. « C'est vrai alors. Vous êtes... sœur ?» Margot hocha la tête, très lentement. « Demi-sœur. Notre père, il avait une double vie. Une autre femme, un autre foyer. Élise est née de cette liaison. Quand sa mère est morte, elle a été confiée à une parente éloignée. Moi, j'étais déjà adolescente. Je l'ai rencontrée plus tard, par hasard, sans savoir tout de suite. Mais quand j'ai compris, j'ai eu peur. Peur de ce que ça voulait dire. Peur de trahir ma mère. Peur d'avouer que j'avais laissé ma propre sœur vivre dans l'ignorance. Alors, j'ai gardé le silence. Et puis elle est partie. Elle essuya une larme d'un geste sec. Je l'ai revue bien plus tard. À distance, dans les journaux à ton bras. Elle avait l'air heureuse. Et moi, je n'avais plus le droit de revenir dans sa vie. J'ai fait une croix sur ce passé, jusqu'à ce que Manon entre dans le mien. Jacques n'avait plus de doute. La ressemblance, la chanson, le prénom oublié, tout prenait un sens nouveau. Manon était la petite fille d'un homme dont les secrets avaient empoisonné 2 générations. Elle était la nièce d'Élise. Elle était la seule famille qu'il lui restait. « Margot, dit-il, la voix basse mais déterminée. Si Élise avait su, elle aurait tout fait pour vous retrouver, pour vous pardonner, pour donner à Manon ce que vous n'avez jamais pu lui offrir. Nous devons réparer cela, ensemble. » Margot le regarda longuement. Et dans ses yeux, Jacques vit pour la première fois une acceptation, timide mais réelle. « Alors faisons-le, mais doucement. Elle ne doit rien soupçonner. Pas encore. » Jacques acquiesça. Il savait qu'un nouveau chapitre commençait, et qu'il serait cette fois prêt à le vivre. Le vent soufflait fort sur les hauteurs de Ménival ce matin-là, et les rideaux de la petite cuisine de Margot dansaient au rythme des bourrasques qui fouettaient les vitres anciennes. La pluie avait cessé, mais l'air restait chargé d'humidité, comme si la ville elle-même retenait ses larmes. Jacques, assis à la même place que lors de sa première visite, observait en silence la silhouette de Margot. Elle s'activait autour de la table avec une énergie tendue, sortant des tasses, allumant la bouilloire, arrangeant mécaniquement une nappe déjà droite. Ce manège nerveux n'échappait pas à Jacques, qui comprenait parfaitement la tempête intérieure que Margot tentait de dissimuler derrière ses gestes anodins. Depuis la révélation contenue dans la lettre d'Élise, un silence prudent s'était installé entre eux, le genre de silence qui précède les décisions lourdes. Jacques n'avait pas encore évoqué le sujet frontalement, mais chaque regard, chaque soupir, chaque mot non dit pointait dans la même direction. Manon. Elle était au centre de toutes leurs préoccupations. Elle était la dernière pièce d'un puzzle complexe, inattendu, douloureux et pourtant lumineux. Jacques posa calmement ses mains sur la table et murmura « Margot, je comprends que ce soit difficile, mais nous devons envisager une manière d'aller plus loin. J'ai besoin de savoir. » Et elle aussi, même si elle ne le sait pas encore. Margot s'immobilisa puis s'assit lentement face à lui. Son visage, marqué par les années et les regrets, était d'une beauté sévère. Elle croisa les bras et planta son regard dans celui de Jacques. « Tu veux parler d'un test, d'une vérification scientifique, un de ces examens de laboratoire qui crachent des pourcentages pour valider ce que nous ressentons déjà. » Jacques acquiesça sans détour. « Oui, un test ADN. Je sais que c'est brutal. Mais il ne s'agit pas d'une curiosité malsaine. Il s'agit de vérité. Pour Élise, pour toi, pour Manon, pour moi aussi, d'une certaine manière. » Margot secoua la tête, lentement, douloureusement. « Et qu'est-ce que tu feras, Jacques, si les résultats confirment ce que nous soupçonnons? Tu vas l'emmener dans ton monde? L'arracher à ce qui lui reste de stabilité? Elle est fragile, tu sais. Elle a vécu plus de pertes qu'un enfant ne devrait en connaître. Tu crois que ton affection soudaine va guérir tout ça? » Il n'y avait ni colère ni agressivité dans ses paroles, seulement une peur sincère, viscérale. Jacques la comprenait. Il avait lui aussi peur, mais sa conviction était plus forte. « Je ne veux rien lui enlever, Margot. Je ne veux pas te remplacer ni effacer ce que vous avez construit ensemble. Je veux faire partie de sa vie, et je veux qu'elle sache qui elle est. Ce n'est pas un luxe, c'est un droit. » Le silence retomba.
La bouilloire siffla doucement dans le fond de la pièce. Margot ne bougea pas, le regard dans le vide, puis après un long moment, elle soupira profondément. Et si les résultats ne disent rien, si tout cela n'est qu'un mirage, une construction du chagrin, alors nous vivrons avec cette incertitude. Mais au moins, nous aurons essayé. Margot ne répondit pas immédiatement. Elle se leva, se dirigea vers une armoire, fouilla dans un tiroir, puis revint avec un petit carnet à spirale. Elle le posa devant Jacques. « Voici les coordonnées du médecin de Manon. Il est discret, il me doit quelques faveurs. Je ne promets rien, mais je vais y réfléchir. Laisse-moi quelques jours. Et en attendant, promets-moi une chose. Ne lui parle de rien. Elle ne doit pas être mêlée à tout cela avant que nous soyons prêts. » Jacques acquiesça. Il comprenait les règles du jeu. Et il était prêt à les suivre. Dans les jours qui suivirent, il multiplia les visites sous prétexte d'apporter des livres, de raconter des histoires ou d'écouter Manon chanter. Il s'installait souvent dans le petit salon, près de la fenêtre, et la fillette lui montrait ses dessins, ses petits trésors cachés dans des boîtes à chaussures, des cailloux brillants, des boutons anciens, des morceaux de ruban colorés. À travers ces objets insignifiants, Jacques découvrait un monde d'une richesse inattendue. Manon était vive, curieuse, dotée d'une imagination débordante. Elle riait aux éclats lorsqu'il lui racontait ses péripéties de jeunesse. Elle imitait les voix, les gestes, posait des questions sans fin. Et plus le temps passait, plus Jacques sentait son attachement grandir. Non pas une affection condescendante née de la nostalgie ou de la culpabilité, mais un amour profond, organique, celui qui lie irrémédiablement deux êtres faits pour se reconnaître. Il n'avait jamais eu d'enfant. Avec Élise, le destin n'avait pas permis cette joie. Et voilà qu'au crépuscule de sa vie, une voix, une main, un regard d'enfant lui offrait une seconde chance. Mais Margot observait tout. Elle ne disait rien, mais ses yeux suivaient chaque geste, chaque éclat de rire, chaque silence partagé. Elle voyait la complicité grandissante. Et cela la troublait. Parfois, Jacques la surprenait à les regarder depuis la porte entr'ouverte, le visage figé dans une expression difficile à décrypter. Était-ce de la douleur, de la peur, ou un simple sentiment d'impuissance face à ce lien qui se tissait sans son contrôle? Une nuit, alors que Jacques s'apprêtait à quitter l'immeuble, Margot l'arrêta dans l'escalier. Elle tenait une enveloppe blanche à la main. « Demain matin, va voir ce médecin. J'ai signé l'autorisation. Il fera le prélèvement. Dis-lui que c'est pour un rapprochement familial. Il saura quoi faire. » Jacques prit l'enveloppe avec précaution. Il la remercia d'un regard. « Tu fais ce qu'il faut, Margot. Merci de me faire confiance. » Elle hocha la tête, mais sa voix était plus ferme qu'il ne l'aurait cru. « Ce n'est pas toi que je choisis de croire, Jacques. C'est Élise. Elle aurait voulu que sa fille ou sa nièce sache d'où elle vient. Je fais ça pour elle et pour Manon. Mais souviens-toi, si un seul mot de travers blesse cet enfant, je ne te le pardonnerai jamais. » Jacques inclina la tête. Il comprenait. Et il acceptait ce pacte sans réserve. Au fond de lui, il savait que le résultat, quel qu'il soit, ne changerait plus rien à ce qu'il ressentait. Manon était désormais une part essentielle de sa vie, une lumière nouvelle, fragile, mais réelle, et il ferait tout pour la protéger. Le vent avait laissé place à une lumière dorée, douce et hésitante, qui baignait les façades ternies de Ménival d'un éclat presque irréel. Dans cet entre-deux d'automne, les jours raccourcissaient, et la ville semblait entrer en retraite, comme si elle se retirait pour laisser place à quelque chose de plus intime, plus essentiel. C'est dans cette atmosphère que Jacques, revenu de son rendez-vous discret chez le médecin, sentit un changement profond se produire en lui. Il n'attendrait pas les résultats pour agir. Il n'avait plus besoin de preuves scientifiques pour écouter ce que son cœur lui dictait avec une clarté nouvelle. La rencontre avec Manon avait ravivé quelque chose en lui, une énergie vitale qu'il croyait disparue depuis la mort d'Élise. Ce n'était pas seulement la ressemblance, ni même la musique, ni l'idée d'un lien familial. C'était un élan irrésistible, une volonté de transmettre, de protéger, de réparer. Et cet élan ne pouvait plus être contenu par la prudence ou les convenances. Il avait trop attendu, trop reculé. Il savait désormais ce qu'il devait faire. Sans alerter Margot, sans bruit, il commença à organiser les choses à sa manière. Il contacta un avocat de confiance, sans lui révéler tous les détails, mais en lui expliquant qu'il souhaitait garantir à une enfant sans famille apparente un avenir digne. Il fit transférer des fonds sur un compte sécurisé,
au nom d'une association fictive qu'il venait de créer. Elle porterait le nom de Fondation Élise et aurait pour vocation de soutenir les enfants issus de familles monoparentales ou en difficulté. Officiellement, ce projet n'avait rien à voir avec Manon, mais tout en lui portait son empreinte. Il se rendit également à la clinique privée où Margot était suivie. Sans se faire connaître, il régla discrètement les frais médicaux en souffrance, prolongea les soins pour les mois à venir et demanda à ce que Margot bénéficie d'un suivi à domicile plus régulier. Les médecins acceptèrent sans poser de questions, séduits par la générosité apparente d'un mécène anonyme. Jacques ne voulait pas exposer Margot, encore moins s'imposer. Il voulait simplement alléger leur fardeau, silencieusement, durablement. Mais son geste le plus audacieux fut ailleurs. Un après-midi après l'école, il invita Manon à l'accompagner à une répétition dans un petit théâtre du centre-ville. Il avait mobilisé une professeure de chant qu'il connaissait, ancienne cantatrice aujourd'hui reconvertie en pédagogue passionnée. La femme accueillit Manon avec une chaleur sincère, l'écouta chanter quelques notes, puis échangea un regard éloquent avec Jacques. Il n'y avait aucun doute. Cet enfant avait un don. Les semaines suivantes, Manon commença à suivre des cours réguliers avec cette professeure. Toujours en cachette, toujours avec la complicité muette de Jacques. Il venait la chercher discrètement après ses leçons, l'emmenait dans le studio de répétition, l'écoutait chanter, puis la ramenait chez elle avant que Margot ne pose de questions. Ce petit rituel devint leur secret, un fil tissé entre eux avec une finesse qui échappait aux autres. Manon, sans tout comprendre, sentait bien qu'elle entrait dans un monde nouveau. Elle riait plus, parlait davantage, et ses yeux brillaient d'une lumière que Jacques n'avait vue chez personne depuis Élise. Il ne lui parlait jamais de ce qu'il ressentait. Il ne lui disait pas qu'il la voyait comme une nièce, comme une fille peut-être. Il se contentait d'être là, inlassablement, avec une bienveillance patiente, presque silencieuse. Elle, de son côté, commençait à l'appeler Monsieur Jacques, puis Oncle Jacques, sans qu'il le lui ait demandé. Cela s'était fait naturellement, comme si le mot avait attendu pendant des années le bon moment pour surgir. Margot, de son côté, observait tout cela avec une réserve mêlée d'angoisse. Elle savait que quelque chose se tramait. Elle comprenait que Jacques prenait de plus en plus de place dans le cœur de Manon, dans son quotidien, dans ses rêves peut-être. Et cela l'effrayait. Non parce qu'elle doutait de la sincérité de Jacques, mais parce qu'elle craignait ce que cela impliquerait. Une transformation de leur fragile équilibre, une réorganisation du foyer, une perte de contrôle. Margot avait élevé Manon seule, contre vents et marées. Elle s'était battue pour lui offrir une vie digne, même modeste. Voir un homme, aussi bien intentionné soit-il, venir bouleverser cette construction, la mettait face à ses propres limites, à sa propre vulnérabilité. Un soir, elle confronta Jacques. Ils étaient seuls dans la cuisine pendant que Manon dormait. Elle n'éleva pas la voix, mais ses mots étaient tranchants. « Tu fais tout pour elle, Jacques. Tu paies ses cours, tu couvres mes soins, tu règles des problèmes que je n'ai même pas eu le temps de t'exposer. Mais pourquoi? Pour te racheter? Pour combler un vide ?» Jacques ne répondit pas immédiatement. Il prit le temps de réfléchir, puis répondit avec une sincérité désarmante. « Je le fais parce que je l'aime, parce qu'elle me rend meilleur, parce qu'elle m'a redonné le goût de vivre, pas parce qu'elle est peut-être la nièce d'Élise, mais parce qu'elle est Manon. » Margot baissa les yeux. Elle ne s'attendait pas à cette réponse. Elle voulait l'attaquer, mais ses armes tombaient une à une. Jacques ne cherchait pas à remplacer qui que ce soit. Il ne revendiquait rien. Il offrait simplement ce qu'il avait, sa présence, son attention, son amour. Elle hocha la tête lentement. « Très bien, continue. Mais souviens-toi, elle ne t'a rien demandé, et moi non plus. » Jacques sourit avec douceur. « Je sais, mais parfois, les plus beaux liens sont ceux qu'on ne demande pas, ceux qui naissent malgré tout. » Cette nuit-là, Jacques rentra chez lui le cœur allégé. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il avait choisi, et il ne reculerait plus. 1 mois s'était écoulé depuis que l'échantillon ADN avait été prélevé. 1 mois pendant lequel Jacques, Margot et Manon avaient continué à vivre comme avant, sans en parler, espérant que le temps ne dévoilerait rien de ce qui, pour l'instant, restait à l'abri. Mais la rumeur a la vie dure, et elle circule plus vite que les vérités les mieux gardées. C'est dans une banalité trompeuse qu'un journaliste local alerté par des sources anonymes a publié un article intitulé « Le millionnaire discret et la petite chanteuse » dans un journal en ligne à la réputation sulfureuse. Le texte y révélait que Jacques Moreau
figure influente et discrète, était souvent vu en compagnie d'une fillette rousse, humble enfant de Ménival. Le ton était ambigu. Il y suggérait qu'il aurait pu avoir une fille cachée, un secret à protéger, une vie mystérieuse hors du regard public. L'article fit immédiatement le tour des réseaux sociaux locaux. Les commentaires s'enflammaient. Certains saluaient la douceur de cette histoire. D'autres suspectaient un coup médiatique, une mise en scène destinée à redorer une image vieillissante. Des blogueurs complotaient, accusant Jacques de manipulation. Les photographies clandestines, prises par des voisins curieux, montraient des instants de complicité entre lui et Manon. Un éclat de rire partagé sur un banc, une poignée de main, une caresse discrète sur les cheveux. Les images étaient floues, volées, mais éloquentes. Elles racontaient une histoire, et chacun s'y projetait selon ses attentes. L'affaire prit une ampleur plus grande encore quand un hebdomadaire régional annonça qu'il préparait un papier pour la semaine suivante, promettant de révéler toute la vérité sur le lien réel entre Jacques et la fillette. Au sein de l'appartement, le calme apparut soudainement pesant. Margot, fatiguée d'affronter la maladie et les incertitudes, sentit une colère froide monter en elle. Ce qu'elle avait redouté depuis l'exposition grandissait de minute en minute. L'intrusion brutale dans leur intimité, l'indiscrétion crue, la curiosité malsaine d'un public qui n'avait aucun droit sur leur histoire. Quand Jacques arriva ce soir-là, l'appartement était vide d'occupants. Il se dirigea vers la cuisine, y trouva des papiers étalés sur la table, copies d'articles, captures d'écran, commentaires acerbes, menaces voilées. Margot était assise, l'air absent, les yeux rougis. Elle leva à peine la tête quand il entra. Entre ses doigts, un article avait été déchiré en plusieurs morceaux. « Tu es au courant ?» demanda-t-elle, la voix froide. Jacques s'approcha et prit place face à elle, les épaules tendues, le cœur serré. « Oui, j'ai vu la publication. Et je sais que ce n'est pas fini. » Elle ne répondit pas immédiatement. Puis elle jeta les pages déchirées dans la corbeille. « Ils vont tout découvrir. Ton métier, ta fortune, le nom qui pourrait apparaître sur des actes, et en parallèle le secret sur Manon. Ils vont tout remuer. Tu vas la perdre. » Le mot resta suspendu dans l'air. Jacques sentit une douleur sourde se propager dans sa poitrine. Il connaissait la fragilité de Manon comme on connaît une fleur rare qu'on protège des tempêtes. Et là, la tempête s'approchait. « Je ne la perdrai pas », assura-t-il. « Je ne laisserai personne, je ne laisserai jamais personne. » Et il s'interrompit, incapable de terminer la phrase, conscient du poids qu'elle recelait. Margot se leva, ramassa les détritus, jeta d'un geste brusque. « Il faut agir, là, maintenant, mais pas pour ta réputation, pour elle, pour nous. » Il acquiesça, tentant de se ressaisir. « Que proposes-tu » Elle hésita avant de répondre. « Nous devons apparaître, pas pour nous exposer, mais pour contrôler le récit. Te faire connaître comme son tuteur, un homme de cœur et apaiser les inquiétudes. Offrir des explications. Si quelqu'un meurt, ce sera la vérité. Si nous restons dans l'ombre, tout deviendra marmonnement dangereux. » Les mots résonnèrent dans l'air. Jacques comprit la gravité de la situation. L'équilibre qu'il avait enfin trouvé risquait de s'effondrer, et avec lui, des vies intimement liées. « Très bien, je suis prêt, mais à ta condition. Nous présenter devant les médias, ensemble, comme une famille, pour elle, pour la vérité. » Margot le regarda avec intensité. Elle y vit le reflet d'un homme prêt à construire plutôt qu'à détruire. Elle hocha la tête. Quelques jours plus tard, Jacques, Margot et Manon se rendirent à la petite mairie de quartier. Un photographe y attendait, un journaliste également. L'atmosphère était feutrée mais tendue. On prit quelques photos officielles. Manon était vêtue d'une robe claire, ses joues légèrement roses, ses yeux émerveillés par la lumière des flashs. Jacques se tenait à ses côtés, le bras protecteur. Margot était fière malgré ses réticences, comme si l'instant cristallisait tout ce qu'elle avait à la fois perdu et protégé. Le journaliste posa des questions. Les mots glissèrent d'abord sur un ton neutre, car l'opération devait être médiatique, mais pas scandaleuse. Pendant quelques minutes, l'image véhiculée était celle d'une famille recomposée, unie par l'amour, soutenue par la vérité. On parla d'affection, de lien, d'une science discrète et respectueuse. On évita les blessures, on parla de l'avenir, d'un projet éducatif ambitieux, sans préciser la fondation mais en évoquant l'implication d'un mécène désintéressé.
On posa l'accent sur la bienveillance, sur le soin apporté à Manon, sur le souhait d'un équilibre protégé. Le lendemain, les réactions furent mitigées. Certaines voix saluèrent la démarche courageuse. Les plus indulgents y virent un modèle familial d'empathie et de soutien. D'autres crièrent à l'ostentation, à l'empreinte du pouvoir sur l'innocence. L'onde médiatique avait été maîtrisée mais non contrôlée. Le débat public s'ouvrait. Le fragile cercle de Margot et de Jacques restait exposé. Mais malgré tout, une vérité commençait à émerger. Ils étaient ensemble, unis non pas par la photo, mais par la volonté de défendre un avenir pour cet enfant. À la maison, la vie reprit son cours. Manon ne comprenait pas tout, mais elle sentait que quelque chose avait changé. Les sourires, les discussions discrètes, les regards entre Jacques et Margot, tout semblait plus lumineux, plus ouvert, mais aussi plus vulnérable. Jacques, à ses yeux, était devenu un compagnon familier, un protecteur qui veillait sans imposer. Il restait oncle Jacques, mais désormais un oncle connu, visible, fiable. Le jour suivant, le téléphone de Margot sonna. C'était le journaliste régional qui demandait un nouvel entretien avec eux. Il souhaitait en savoir plus sur ce lien familial, sur l'histoire d'Élise, sur la fondation évoquée brièvement. Margot regarda Jacques un instant, hésita, puis décrocha. Elle répondit calmement, refusant l'interview. Elle mit fin à l'appel poliment, sans expliquer, et reposa le téléphone. Elle se tourna vers Jacques. « Tu vas me tuer », dit-elle à mi-mot. Leur curiosité est sans fin. Jacques prit sa main. « Nous avons montré notre visage. Maintenant, il suffit de tenir. » Pour Manon. Dans le silence retrouvé, leurs mains se serrèrent. Dans le cœur de leur vie désormais exposée, quelque chose de puissant avait germé. La croyance que l'amour, même confronté aux rumeurs et à l'opinion publique, pouvait grandir sans renoncer. Le lendemain de la parution de l'article et de la tempête médiatique, Jacques se leva avant l'aube. Il n'avait pratiquement pas dormi. Son esprit était encombré d'images entremêlées. Le visage inquiet de Margot, les yeux interrogateurs de Manon, les flashs qui crépitaient devant la mairie, et surtout, la voix silencieuse d'Élise qui semblait encore l'appeler à travers le chaos. Il avait tenté de faire bonne figure la veille, d'agir comme un homme sûr de son rôle, mais à l'intérieur, le doute persistait, pas sur ce qu'il ressentait, pas sur ce qu'il voulait, mais sur ce qu'Élise aurait fait, elle, si elle avait été là. Aurait-elle approuvé cette exposition? Aurait-elle voulu que tout cela sorte de l'intimité discrète qui avait toujours défini leur relation? Le besoin de se reconnecter à elle devint une obsession. Jacques décida de se rendre à leur ancienne maison de campagne, située à 1h30 de Paris. Un lieu qu'il n'avait jamais vraiment aménagé comme résidence secondaire, mais plutôt comme un refuge discret, un endroit où il se retrouvait quand le monde devenait trop exigeant. Depuis la mort d'Élise, il n'y avait mis les pieds qu'une seule fois, et encore uniquement pour fermer les volets. Tout était resté figé dans le silence, comme si le temps s'était arrêté le jour où elle était partie. Il arriva sur les lieux peu après 8 heures. La lumière du matin filtrait à travers les arbres nus, projetant des ombres fines sur la façade de pierre. Jacques poussa la porte entr'ouverte depuis des années et fut accueilli par une odeur de poussière, de bois anciens et de souvenirs. Il traversa le salon, puis monta l'escalier qui menait à la chambre d'Élise. Là, il retrouva ses carnets, empilés dans un coin de l'armoire. Elle en avait des dizaines, tous de la même taille, recouverts de cuir souple, avec des élastiques fatigués qui maintenaient tant bien que mal leur contenu. Il les prit tous, les aligna sur le lit et commença à les feuilleter un à un. La plupart contenaient des croquis, des listes de lecture, des poèmes, des pensées éparses. Mais l'un d'eux, daté de l'année 1993, attira son attention. Il l'ouvrit et dès les premières lignes, il sentit que ce carnet-là n'était pas comme les autres. Ce n'était pas un journal de création. C'était un journal intime, au sens le plus profond du terme. Les pages racontaient des bribes de douleur, de confusion. Élise y parlait de sa jeunesse, de son enfance passée entre deux foyers, de la sensation de ne jamais appartenir vraiment à une famille. Elle évoquait des souvenirs flous, une femme silencieuse aux cheveux gris, un homme toujours en déplacement, des disputes derrière des portes closes. Elle écrivait sa solitude, ses nuits d'insomnie, ses questions lancinantes sur son identité. Mais ce qui marqua Jacques fut une série de pages écrites sans interruption, dans une écriture plus nerveuse, plus dense,
daté d'un jour précis, 17 novembre 1994. Elle y racontait avoir reçu un appel inattendu d'une femme nommée Margot, des années après leur dernière rencontre. Elle y décrivait l'émotion d'entendre cette voix familière et la douleur ravivée de leur rupture silencieuse. Mais surtout, elle évoquait une confession. Margot, au téléphone, lui aurait laissé entendre qu'elle savait quelque chose à propos de leur famille, quelque chose qu'elle n'avait jamais osé dire. Élise, troublée, avait noté chaque mot. Elle m'a dit qu'il se pourrait que nous soyons liés, pas seulement par les souvenirs, mais par le sang. Elle a parlé de notre père, je ne comprends pas. Elle a raccroché avant que je puisse poser plus de questions. Le reste du journal se perdait en hypothèses, en peur, en désir de vérité. Élise n'avait jamais pu confirmer cette intuition. Elle n'avait jamais revu Margot après cet appel. Jacques comprit alors que tout ce que Margot avait raconté récemment était vrai. Mais plus encore, il comprit que la souffrance d'Élise ne venait pas de l'abandon ou du manque d'amour, mais de cette sensation persistante d'avoir été privée d'un morceau d'elle-même, d'une sœur, d'un passé qui aurait pu lui offrir des racines. Jacques referma le carnet avec une délicatesse infinie. Il resta un long moment immobile, les yeux fixés sur la couverture de cuir brun. Cette femme qu'il avait aimée plus que tout, cette femme qui avait été sa lumière, avait vécu avec une blessure silencieuse que même lui n'avait pas su apaiser. Et aujourd'hui, en découvrant tout cela, il réalisait qu'il n'était pas trop tard pour honorer ce manque. Manon, dans sa pureté, dans son innocence, était la clé. Elle était l'avenir. Mais elle était aussi la réponse à une question ancienne, que ni Margot ni Élise n'avaient pu résoudre de leur vivant. Il rangea le journal dans son sac et quitta la maison. Dehors, le ciel était resté gris, mais une trouée lumineuse perçait à travers les nuages, comme un souffle d'air au milieu de l'étouffement. Jacques prit la route du retour avec une décision claire. Il ne cacherait plus rien. Il dirait tout à Margot. Il lui montrerait le journal, lui lirait les mots d'Élise. Il lui prouverait que le silence n'avait plus sa place entre eux, et peut-être une fois la vérité posée, il pourrait enfin dire à Manon ce qu'elle représentait réellement. Pas seulement une enfant qu'il avait prise en affection, mais un lien vivant avec la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Une page nouvelle, tournée sans renier les précédentes. Une page à écrire, à trois. Jacques rentra à Lyon le soir même. Le carnet d'Élise, serré contre lui, semblait battre au rythme de son propre cœur. Chaque mot qu'il y avait lu résonnait encore dans son esprit, comme une musique que l'on n'oublie jamais, même après des années de silence. En franchissant la porte de l'immeuble de Margot, il sentit une lourdeur étrange dans l'air, une attente. Il savait que l'instant était venu, le moment où tout ce qui avait été tu, esquivé, protégé par la pudeur et la peur, devrait enfin être dit. Margot ouvrit sans surprise. Elle le regarda longuement, comme si elle avait deviné que quelque chose avait changé. Jacques n'attendit pas d'être invité. Il entra, posa son manteau et sortit le carnet de son sac. Il le tendit à Margot sans un mot. Elle prit l'objet avec précaution, s'installa à la table, l'ouvrit et commença à lire. Les minutes passaient, lentes, suspendues. Jacques restait debout, les mains dans les poches, observant chaque frémissement sur le visage de Margot, chaque soupir retenu, chaque regard perdu entre deux lignes. Lorsqu'elle referma le carnet, ses yeux étaient embués de larmes. Elle ne les essuya pas. Elle posa simplement le carnet sur la table, le regard fixé dans le vide. Elle avait compris, murmura-t-elle, même sans que je lui dise. Elle avait senti. Et moi, je n'ai pas eu le courage. Jacques s'approcha, posa doucement la main sur celle de Margot. Il n'est plus temps de regretter. Il est temps d'honorer cette vérité. Pour elle, pour toi, pour Manon. Margot hocha lentement la tête. Puis elle se redressa, comme si une force ancienne reprenait place en elle. Sa voix, lorsqu'elle parla à nouveau, était calme, mais habitée d'une gravité inédite. Notre père était un homme double. Il vivait entre deux vies, deux femmes, deux maisons. J'ai découvert son autre famille par hasard, en tombant sur une correspondance cachée. J'avais 14 ans. J'ai confronté ma mère. Elle a tout nié, puis elle a pleuré. C'est là que j'ai compris que la trahison n'était pas seulement celle de l'homme, mais celle du silence. Quand Élise est née de cette autre femme, notre père a refusé de la reconnaître publiquement. Après la mort de sa mère, elle a été placée dans une institution religieuse. Lui, il l'a visitée quelques fois en secret.
Moi, je l'ai vue pour la première fois quand elle avait 10 ans. Elle ne savait pas qui j'étais. Je l'ai suivie de loin. Elle me fascinait. Elle s'interrompit, reprenant difficilement. Et puis, des années plus tard, à Paris, je l'ai retrouvée par hasard. Elle louait une chambre dans la même pension que moi. Elle ne se souvenait pas de moi. Je n'ai rien dit. On est devenus amis, très proches, trop proches, peut-être, pour que je garde le secret. Un jour, je lui ai dit que je la considérais comme une sœur. Elle a ri. Elle a dit que c'était joli. J'ai eu peur. Peur de tout gâcher. Alors j'ai choisi le silence. Quand elle est partie, j'ai su que j'avais tout perdu une deuxième fois. Jacques écoutait sans intervenir. Les mots de Margot étaient des cailloux retirés un à un d'un mur trop longtemps dressé. Et sous ce mur couvait une tendresse immense, douloureuse, sincère. « Et Manon ?» demanda-t-il. « Elle est la fille de ta fille. » Margot acquiesça. « Ma fille, Marianne, est morte en couche. Elle avait 17 ans. Le père de l'enfant n'a jamais été identifié. Moi, j'étais brisé, mais j'ai juré de protéger Manon, comme j'avais échoué à protéger Élise. Et maintenant, je comprends que je ne peux plus le faire seul. » Jacques sentit un frisson le parcourir. Tout était là. La boucle se refermait. Élise, Margot, Manon. Une lignée dissimulée par la honte, la peur, les conventions, mais unie par une force bien plus grande. L'amour, malgré tout. « Margot, dit-il doucement, je veux faire partie de cette histoire. Je ne suis ni son père, ni son grand-oncle officiel, mais je suis l'homme qu'Élise a aimé. Je suis celui qui peut aider Manon à grandir sans manquer de rien. Pas seulement d'un toit ou d'un avenir, mais de souvenirs, de racines, de récits. Je veux lui raconter qui était sa tante. Je veux qu'elle connaisse cette partie d'elle qu'on lui a volée. » Margot le regarda longuement. Puis elle sourit, un sourire discret, fragile, mais vrai. « Alors fais-le, mais fais-le bien, avec patience et avec vérité. » Ce soir-là, Manon rentra de son cours de chant avec les joues rouges et les yeux brillants. Elle trouva Jacques et Margot assis côte à côte dans le salon. L'atmosphère y était différente, plus douce, plus paisible. Elle s'assit à leurs pieds, ouvrit son sac, sortit un petit carnet. « J'ai écrit une chanson, dit-elle fièrement. Vous voulez l'écouter ?» Jacques acquiesça, la gorge serrée. Margot lui tendit la main. Il la prit, sans un mot. Et pendant que Manon chantait, une chanson encore maladroite mais pleine de lumière, ils surent, tous les deux, que quelque chose de nouveau était en train de naître. Pas un avenir sans douleur, mais un avenir possible, ensemble. Depuis la révélation, quelque chose d'indéfinissable mais profond avait changé dans l'appartement de Margot. Ce n'était pas une révolution brutale, mais une lente métamorphose, comme celle d'une maison longtemps plongée dans l'ombre et que l'on expose doucement à la lumière. Les jours s'écoulaient avec une apparente normalité, mais chaque geste, chaque regard, chaque silence portait en lui un poids nouveau, une densité que ni Jacques ni Margot ne tentaient plus de nier. La vérité, enfin dite, avait libéré un espace où quelque chose d'autre pouvait éclore, un lien, une complicité, une forme d'amour qui ne s'appelait pas, mais se vivait avec une pudeur rare. Manon, pourtant, semblait absorbée dans un monde parallèle. Elle n'avait pas encore été mise au courant de l'histoire complète. Jacques et Margot avaient convenu de ne lui dire que ce qu'elle pouvait comprendre, à petite dose, sans l'écraser sous la complexité des liens du sang ou les blessures du passé. Mais l'enfant sentait que quelque chose bougeait. Elle voyait les yeux de sa grand-mère se voiler plus souvent, les silences s'allonger entre les mots, les sourires de Jacques devenir plus tendres, plus profonds. Elle n'était pas dupe, et comme souvent chez les enfants, son cœur allait plus vite que la parole des adultes. Ce fut un dimanche matin, calme et lumineux, que l'événement se produisit. Jacques était venu tôt. Il apportait des croissants encore tièdes et une pile de partitions que la professeure de chant de Manon lui avait confiées. Margot, souffrante d'une légère fièvre, restait alitée. Manon, elle, gambadait dans le petit salon avec une énergie joyeuse, lisant à Jacques des extraits de ses cahiers, entonnant quelques phrases musicales, riant d'un rien, s'arrêtant soudain pour contempler longuement le visage de son visiteur. Ce visage qu'elle avait appris à aimer comme un repère, une sécurité, un mystère tendre. Puis, sans prévenir, elle s'assit à côté de lui sur le canapé. Elle ne dit rien d'abord, comme si elle cherchait ses mots. Jacques, attentif, laissa le silence s'installer. Il savait reconnaître les instants qui comptent. Enfin, elle leva les yeux vers lui,
Et d'une voix douce mais assurée, elle murmura « Tu vas repartir, hein ?» Jacques resta un moment sans répondre. Il savait que chaque mot compterait. « Repartir où, ma chérie ? » ?»« Chez toi, dans ta grande maison, où il n'y a personne. Tu repars toujours. Et après, je pense à toi. Je chante et je te vois. Mais c'est pas pareil. » Il ressentit un pincement au cœur. « Tu veux que je vienne plus souvent ?» Elle hocha la tête, mais ce n'était pas tout. « J'aimerais que tu restes, que tu sois là, tous les jours, comme quelqu'un de la famille, comme un papa, ou un oncle, ou même un ange si ça existe. » Ces mots dits sans détour transpercèrent Jacques. Il voulut parler, mais elle l'interrompit. « Je sais pas si je suis ta fille, ou ta nièce, ou juste une petite fille que t'aimes bien. Mais moi, je t'aime. Et quand t'es pas là, ça fait un vide. J'ai pas besoin de cadeaux ni de choses chères. J'ai juste besoin que tu sois là. Alors, tu veux bien rester avec moi ?» Il sentit ses yeux s'embuer. Il prit une grande inspiration, posa doucement sa main sur la joue de l'enfant. « Ah non, je te promets une chose, je ne partirai plus. Pas comme avant, pas sans toi. Tu es ma lumière. Tu es ce qui me manquait. Et si tu veux que je sois là, alors je serai là. Toujours. » Elle sourit, un sourire si pur, si profond, qu'il aurait pu arrêter le temps. Puis elle se blottit contre lui, en silence. Ils restèrent ainsi de longues minutes, sans parler. Jacques caressait doucement ses cheveux, et dans cet instant suspendu, il sentit que tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il avait pleuré, trouvait enfin une forme de réparation. Pas une revanche, une renaissance. Margot, depuis sa chambre, entendait leurs murmures discrets. Elle ne les dérangea pas. Elle savait que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Jacques ne serait plus un visiteur. Il était devenu un pilier, non par obligation, mais par choix. Et ce choix, Margot le respectait désormais sans crainte. Plus tard, ce jour-là, Jacques fit une promenade avec Manon dans un petit parc à proximité. Elle lui montra ses endroits préférés. Une balançoire grinçante, un banc de pierre sous un vieux marronnier, une mare où nageaient quelques canards. Elle lui parla de ses rêves, chanter dans un grand théâtre, écrire des histoires de princesses sans roi, apprendre à cuisiner comme Margot. Elle lui demanda s'il savait jouer du piano. Il promit de lui montrer. Elle lui raconta qu'elle avait peur de grandir, peur d'oublier sa maman, peur que Margot parte aussi. Il la rassura. Il ne fit pas de grandes promesses, mais il lui promit une chose qu'il pouvait tenir, être là, pour elle, avec elle. En rentrant, elle s'endormit sur le canapé, épuisée par l'émotion. Jacques la couvrit d'un plaid, resta un moment à la contempler. Puis, il se leva, alla voir Margot. Il entra sans frapper. Elle était assise dans son lit, un livre sur les genoux. « Elle t'a parlé, dit-elle sans lever les yeux. »« Oui, et je lui ai promis de rester. »« Alors tu resteras, murmura Margot, parce que maintenant, elle n'a plus seulement besoin de moi, elle a besoin de toi aussi. » Et dans ce consentement discret, dans ce passage de relais implicite, se dessina la promesse d'un nouveau foyer, une promesse faite d'affections croisées, de cicatrices partagées, de lumières retrouvées. Un foyer sans mensonge, sans façade, bâti sur le lien le plus improbable, celui de l'amour venu du passé pour éclairer l'avenir. Il y avait dans l'air une douceur nouvelle, comme si la saison elle-même avait décidé d'accompagner les transformations intérieures de chacun. L'automne, jusque-là capricieux, se faisait plus clément, offrant des après-midi lumineux, des couchers de soleil d'or et de cuivre. Dans l'appartement de Margot, le rythme avait changé. Les réveils étaient plus paisibles. Les repas partagés s'étaient remplis de récits, de rires, parfois de silences denses, mais jamais pesants. Manon, dans cet équilibre émergent, semblait s'épanouir d'une manière presque visible. Ses gestes devenaient plus confiants, sa voix plus assurée, son regard plus profond. Jacques avait peu à peu trouvé sa place dans ce tableau recomposé. Il ne s'était pas imposé comme une figure d'autorité, mais comme une présence constante, fidèle, attentive. Il participait aux tâches quotidiennes, conduisait Manon à ses cours de chant, l'accompagnait à la bibliothèque, l'aidait dans ses devoirs. Mais surtout, il lui racontait des histoires, pas celles des livres, les siennes, celles d'Élise, des souvenirs choisis avec soin, adaptés à son âge, mais toujours porteurs d'un fil invisible entre le passé et le présent. Margot, de son côté, avait abandonné ses réticences. Elle observait la complicité entre Jacques et Manon, avec un mélange d'émerveillement et de soulagement. Ce qu'elle n'avait jamais pu offrir à sa propre fille, faute de temps, d'espace ou de paix intérieure,
Elle le voyait maintenant naître entre l'homme qu'Élise avait aimé et l'enfant qu'elle avait élevé. Cette chaîne intergénérationnelle, tissée sur des ruines, devenait solide, résistante, lumineuse. Un matin, Margot appela Jacques dans la cuisine. Elle tenait une lettre dans ses mains, visiblement émue. « C'est de la mairie, dit-elle simplement. Ils ont accepté ta proposition. Le projet du centre musical peut être lancé. » Jacques sourit. Depuis plusieurs semaines, il travaillait discrètement à transformer une partie de sa fortune en un projet d'utilité publique. Inspiré par le talent et la passion de Manon, il avait décidé de créer un centre culturel pour enfants défavorisés, avec un pôle spécialisé en musique. Il ne voulait pas que le don de Manon soit une exception chanceuse. Il voulait que d'autres enfants puissent chanter, jouer, apprendre, créer. La Fondation Élise devenait ainsi une réalité tangible, une promesse tenue à celle qu'il avait aimée et à celle qu'il aimait désormais. Le centre serait situé non loin de Ménival, dans un ancien bâtiment municipal réhabilité. Les travaux commenceraient au printemps. L'annonce fut bien accueillie par la communauté locale. Les échos médiatiques, cette fois, étaient positifs. Les journalistes parlèrent d'un homme réconcilié avec lui-même, d'un mécène discret et humain. Le nom d'Élise, associé à la fondation, apportait une touche de poésie à l'initiative. Jacques, fidèle à sa ligne, refusa toute interview. Il voulait que ce projet parle pour lui. Pour célébrer le lancement du centre, Margot eut une idée audacieuse. Et si Manon chantait lors de l'inauguration? Pas une grande cérémonie, non. Juste une petite soirée avec des amis, des voisins, des enfants. Un moment à nous avant que tout devienne public. Jacques approuva immédiatement. Manon aussi. Elle choisit elle-même la chanson. Celle qu'elle avait chantée le jour de leur première rencontre. Celle qu'Élise chantait autrefois dans les dîners. Mais cette fois, elle y ajouta quelques paroles nouvelles, des vers qu'elle avait écrits en secret, inspirés par ses émotions, ses rêves, son histoire. La soirée fut organisée dans une petite salle de la maison des associations, prêtée pour l'occasion. Les invités arrivèrent un à un. Des amis de Margot, quelques professeurs, des voisins, des bénévoles impliqués dans la future fondation. Il n'y avait ni caméra ni journaliste, juste des regards bienveillants, des murmures d'attente, une chaleur humaine rare. Quand Manon entra sur scène, vêtue simplement, les cheveux attachés par un ruban offert par Jacques, le silence se fit. Elle respira profondément, leva les yeux vers les deux personnes assises au premier rang et chanta. Sa voix, claire, forte, émotive, remplit la salle avec une intensité que personne n'avait anticipée. Ce n'était pas la performance d'une enfant talentueuse. C'était l'aveu d'un cœur entier. Chaque note portait un morceau de son histoire. Chaque mot était un remerciement. À Margot, à Jacques, à Élise. À la fin de la chanson, il n'y eut pas d'applaudissements immédiats. Seulement un silence dense, traversé par l'émotion. Puis, doucement, les mains commencèrent à battre. Lentes, profondes, reconnaissantes. Jacques avait les larmes aux yeux. Margot aussi. Manon, debout sur scène, souriait avec une pudeur immense. Elle ne salua pas. Elle descendit de la scène, marcha droit vers Jacques et Margot et les serra tous les deux dans ses bras. Ce soir-là, ils rentrèrent à pied. Il faisait froid, mais le ciel était dégagé. Les étoiles scintillaient au-dessus de Lyon comme autant de signes discrets. « Tu crois qu'elle nous voit ?» demanda Manon en levant les yeux. Jacques répondit sans hésiter. « Je suis sûr qu'elle ne rate pas une seconde. » Margot ajouta doucement « Et je crois qu'elle sourit. » Ils continuèrent à marcher, unis, en silence. Les rues étaient calmes, les lampadaires diffusaient une lumière douce. L'avenir n'était plus une ligne floue, mais une direction. Il restait encore des doutes, des défis, des jours sombres. Mais il y avait surtout cela, une fillette qui chantait, une femme qui retrouvait la paix, et un homme, longtemps brisé, qui se découvrait enfin capable de reconstruire. Le ciel au-dessus de Lyon avait revêtu cette teinte nacrée propre au début de printemps, lorsque l'hiver ne s'avoue pas encore vaincu, mais que l'air porte déjà les promesses d'un renouveau. Jacques marchait à pas lents dans le parc du quartier, un carnet à la main, les pensées vagabondes. Il y venait presque chaque matin depuis quelques semaines, juste après avoir accompagné Manon à l'école. Margot, de santé plus fragile, restait souvent à la maison, mais son regard était plus serein désormais, ses gestes plus légers, ses nuits moins agitées. Jacques, lui, avait pris goût à ces routines simples, à ces instants que l'on ne remarque pas quand on vit pressé. Il s'était allégé de tant de poids
qu'il ne reconnaissait plus l'homme qu'il était encore quelques mois auparavant. La création du centre culturel, désormais en travaux, avait occupé une grande partie de son énergie, mais sans le consumeur. C'était une entreprise différente de toutes celles qu'il avait dirigées dans sa vie. Elle ne rapportait rien d'autre que du sens, et cela suffisait. Jacques n'avait plus besoin de reconnaissance, de compte-rendu, de bénéfices. Il voulait seulement voir les choses fleurir, voir Manon s'épanouir dans le champ, voir Margot vieillir entourée, voir d'autres enfants défavorisés trouver là une échappatoire, une vocation, une voie. Dans le carnet qu'il portait, il notait chaque jour quelques lignes. Ce n'étaient pas des réflexions philosophiques ni des souvenirs romancés. C'étaient des morceaux d'émotions brutes, un mot dit par Manon, un silence partagé avec Margot, le rire d'un enfant inconnu entendu dans la rue. Il ne cherchait pas à créer une œuvre. Il cherchait à ne plus rien laisser passer inaperçu. Un samedi matin, alors que le soleil éclairait doucement les immeubles et que la ville semblait encore ensommeillée, Jacques fut surpris par Manon, qui le rejoignit dans le parc accompagné de Margot. Elles lui firent signe depuis l'entrée, un sourire aux lèvres. Il se leva immédiatement, leur fit place sur le banc. Manon, toujours vive, sortit un petit carnet à son tour. « Moi aussi j'ai commencé à écrire, dit-elle fièrement. Des chansons? Pas seulement des souvenirs. Comme toi. » Jacques la regarda avec tendresse. « Et qu'est-ce que tu veux en faire ?» Elle haussa les épaules. « Peut-être rien, peut-être juste me souvenir. » Margot prit alors la parole. Sa voix était plus rauque que d'habitude, mais posée. « Jacques, j'ai beaucoup réfléchi. Tu as tout changé ici. Pour moi, pour elle. Tu nous as redonné quelque chose qu'on n'espérait plus. Je voudrais que tu saches que, si tu veux, tu peux rester. Officiellement. » Jacques fronça légèrement les sourcils, incertain de ce que signifiait exactement cette déclaration. « Rester ? Oui. Nous faire une demande d'accueil officielle. Pas d'adoption, pas de formalité trop lourde. Juste un acte symbolique. Un document signé par nous trois, remis à la mairie, disant que tu fais partie de la famille, que tu es notre lien, que tu es chez toi. » Il sentit sa gorge se serrer. Ce qu'il avait espéré sans l'oser nommer devenait une réalité possible. Il baissa les yeux, tenta de maîtriser l'émotion, puis acquiesça en murmurant « Merci ». La semaine suivante, le petit événement eut lieu. À la mairie de quartier, dans une salle sobre mais fleurie pour l'occasion, Margot, Manon et Jacques signèrent un document simple, mais lourd de sens. Il n'avait pas de valeur légale, pas de poids juridique. Mais pour eux, il avait le poids d'une vie. Quelques amis étaient là, des voisins, la professeure de chant, même l'infirmier qui rendait visite à Margot. Manon lut un texte qu'elle avait écrit, une lettre adressée à Élise, qu'elle n'avait jamais connue, mais à qui elle voulait dire merci. « Merci d'avoir aimé Jacques, disait-elle, parce que grâce à toi, il nous a trouvés. » L'assistance pleura. Margot serra la main de Jacques, puis la posa sur son épaule. Ce jour-là, un homme autrefois brisé, veuf, riche et seul, devint le pilier d'un petit foyer bâti sur l'affection, la mémoire, la résilience. Il ne fut plus seulement Jacques Moreau, l'ancien collectionneur d'art, le mécène silencieux. Il devint Jacques, le protecteur de Manon, l'ami de Margot, l'homme qui avait su transformer le chagrin en transmission. Les mois qui suivirent consolidèrent cette nouvelle existence. Le centre culturel ouvrit ses portes, accueillit ses premiers élèves, organisa ses premiers ateliers. Manon y anima une lecture musicale, Margot y cousit des costumes pour un spectacle scolaire, Jacques y supervisa l'agencement d'une salle d'écoute dédiée à Élise. Le nom de la fondation brillait sobrement sur une plaque à l'entrée. Centre Élise, pour l'art et les enfants oubliés. Chaque fois qu'il franchissait cette porte, Jacques se sentait vivant. Pas comme avant. Pas dans l'euphorie de l'ambition ou le vertige des réussites mondaines, mais dans la paix de celui qui a aimé, perdu, erré, puis retrouvé une direction. Et parfois, en fin de journée, il rentrait seul chez lui, s'asseyait dans son salon silencieux, relisait ses carnets. Et il se souvenait du jour où il avait vu Manon pour la première fois, chantant sous l'auvent d'un autel fatigué, ignorant qu'elle venait de faire s'écrouler en lui tout un monde ancien pour en faire naître un autre, infiniment plus vrai. Elle ne lui avait jamais demandé de devenir quelqu'un, elle lui avait simplement demandé de rester. Et en restant, il avait trouvé ce qu'il n'avait jamais su chercher.